tous. D'abord, on m'a demandé de parler du peuplement de l'Europe par Homo sapiens. C'est une affaire qui précède de très loin, hein, au moins 20 000 ans, la grotte Cosquer et ses peintures. Si on regarde cet arbre phylogénétique, hein, qui vous montre toutes les formes d'hominines qui ont existé, disons, au cours du dernier million d'années, vous voyez qu'il y a une très grande variété de groupes que certains considèrent comme des espèces. Mais vous voyez que dans le haut de ce tableau, eh bien, il n'y a qu'une seule barre qui arrive jusqu'au présent, c'est cette barre orange, notre espèce. Et donc, il y a environ 40 000 ans, notre espèce est devenue la seule espèce présente sur Terre, alors que précédemment, il y en avait plusieurs qui existaient dans différentes régions du monde. Donc, c'est sûrement une des questions les plus importantes de la paléanthropologie, de comprendre pourquoi et comment s'est produit ce remplacement. Et l'Europe est probablement une des régions du monde où on peut essayer, sinon de comprendre le pourquoi, du moins de s'attacher au comment. Donc, pour bien préciser les choses, hein, on a, au cours de cette longue période qui a précédé l'apparition de notre espèce en Europe, on a une sorte de partage de territoire avec une longue évolution en Afrique de notre espèce, alors qu'en Eurasie, on a d'autres formes d'hominines qui existent, en particulier les hommes de Néandertal en Europe et en Asie proche. Et on a donc une sortie d'Afrique, alors probablement pas une sortie d'Afrique, mais plusieurs sorties d'Afrique qui se sont succédées avec, disons, un épisode majeur autour de 50 000 ans au Proche-Orient qui va aboutir un peu plus tard à ce remplacement de ces formes non sapiens en Eurasie. Alors, je vous présente ces choses que vous devez sûrement tous connaître, plus ou moins, juste pour vous rappeler que ces hommes du Paléolithique supérieur dont on parle depuis un moment sont des hommes d'origine africaine. Hein. Et je ne commenterai pas le caractère un peu militant féministe de cette reconstitution, mais ce qui est certain, c'est que ces hommes du Paléolithique supérieur, ils ont longtemps conservé des caractères entre guillemets africains, en particulier la couleur de peau, et ça vaut pour les gens qui ont produit les images de la grotte Cosquer. En fait, on a des données paléogénétiques aujourd'hui qui montrent que c'est vraiment seulement à la fin des temps paléolithiques et au mésolithique qu'on a des renouvellements de population qui vont amener un aspect, je dirais, plus familier pour nous des populations européennes. Alors, avant cette arrivée des Homo sapiens en Europe, on a en Europe des hommes de Néandertal qui fabriquent des industries qu'on attribue au Paléolithique moyen. Ce Paléolithique moyen, il est bien connu. On n'a jamais trouvé en Europe, dans du Paléolithique moyen, autre chose que des hommes de Néandertal. Ça n'est pas vrai ailleurs, en particulier au Proche-Orient et en Afrique, où on a, je vous l'ai expliqué, une évolution locale des Homo sapiens avec une transition depuis des industries de ce type-là vers des industries qui ressemblent à ce qu'on a en Europe avec les Homo sapiens et qu'on appelle des industries du Paléolithique supérieur. Le professeur Bracco vous en a parler. J'allais dire le vrai Paléolithique supérieur en Europe occidentale, il commence avec ce qu'on appelle l'Aurignacien. Alors, il y a diverses formes d'Aurignacien. Vous voyez que ce sont des outillages qui sont quand même très différents de ce que les hommes de Néandertal ont laissé derrière eux, avec des outillages des outillages de pierre beaucoup plus stéréotypés, production de lames, production aussi, dès le début de l'Aurignacien, de lamelles, de
petites lames qui sont certainement des éléments d'armes de jet pour tuer à distance le gibier, avec aussi d'ailleurs associé à cette production de lamelles des productions de pointes en os comme celles qui sont figurées ici à droite, qui sont assez caractéristiques de cette époque. Alors, avec l'Aurignacien, on n'a jamais trouvé autre chose que des Homo sapiens. Donc, on a longtemps vu ce remplacement comme quelque chose d'assez simple, dans le fond, un paléolithique moyen fabriqué par des Néandertaliens avec une vague, si je peux dire, d'Homo sapiens qui arrive en Europe, porteur de ces industries du paléolithique supérieur. Alors, ce paléolithique supérieur, ce n'est pas seulement de la culture matérielle, c'est notamment une production de représentations figuratives d'animaux. Je vous montre ici la grotte Chauvet qui précède loin dans le temps la grotte Cosquer, des représentations animales sous forme de statuettes, aussi des représentations, et je pense que c'est très important à souligner, d'êtres imaginaires, tout un complexe de comportements qu'on ne connaît pas chez leurs prédécesseurs en Europe, les hommes de Néandertal. Alors en fait, les choses ne sont pas si simples que ça. Pourquoi? Parce qu'entre le paléolithique supérieur, entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur, on a toute une série d'assemblages d'outils. On appelle ça des industries, des technocomplexes, enfin bon, c'est un vocabulaire pour ça, qui présentent des caractères mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont parfois plutôt du style paléolithique supérieur, parfois plutôt du style paléolithique moyen, qu'on appelle des industries de transition, qui ont une durée de vie assez courte en général, quelques millénaires seulement, et qui ont des distributions géographiques assez limitées. Je ne vais pas les détailler, mais depuis des générations, les préhistoriens, les paléanthropologues se bagarrent pour savoir qui a fabriqué ces industries dites de transition, avec quand même une vision assez, je dirais, binaire des choses. J'ai souligné le fait qu'on avait des hommes de Néandertal fabriquant le paléolithique moyen et des hommes, des Homo sapiens modernes fabriquant le paléolithique supérieur. Dans le fond, on a longtemps voulu attribuer ces industries dites de transition soit aux uns, soit aux autres. Et en fait, on sait aujourd'hui, ça a été un des résultats principaux des études paléogénétiques, qu'au moment de ce remplacement, il y a eu des échanges géniques avec des hybridations entre ces populations de Néandertaliens et d'Homo sapiens. Alors, pourquoi? Simplement parce que même si les paléontologues appellent ces formes des espèces différentes, sont, je dirais, des espèces en voie de formation. Ils sont assez bien séparés sur le plan de leur aspect, de leur anatomie, mais qui ont conservé une capacité de fécondité mutuelle. Et c'est un phénomène qu'on connaît bien dans les mammifères actuels. Il y a à peu près un quart des espèces de mammifères actuels qui ont un peu d'ADN venant d'espèces voisines. Et donc, nos néandertaliens et nos Homo sapiens n'échappent pas à cette règle. Et ça implique que ces industries de transition dont je vous dis qu'on ne sait pas souvent qui les a fabriquées, eh bien, certaines d'entre elles ont pu être fabriquées par des populations d'hybrides ou par des populations mixtes. Et de temps en temps, on attrape, si je peux dire, un de ces hybrides. Voilà une mandibule qui a été découverte en Roumanie, qui date de cette période du remplacement. Et qui est un Homo sapiens moderne, mais qui a dans son génome entre 6 et 9% de génome néandertalien. Et on peut évaluer que cet individu-là a eu dans son ascendance entre 4 et 6 générations avant le moment où il a vécu, un ancêtre néandertalien. Et je pense qu'on trouvera un jour ou l'autre
du côté des derniers néandertaliens le pendant de cette situation-là, c'est-à-dire des néandertaliens avec un petit peu d'ADN d'Homo sapiens. Alors, on sait quand même un petit peu de choses sur ces industries de transition. Il y en a quelques-unes pour lesquelles on a quand même des données sur la nature biologique des groupes qui les ont fabriqués. Alors d'abord, qu'en est-il des derniers néandertaliens? Alors les derniers néandertaliens datés directement qu'on a en Europe ont été découverts dans des sites en association avec des industries que l'on appelle châtellperroniennes, qui sont une de ces industries de transition. Des industries d'ailleurs qui ont une allure très paléolithique supérieure, avec notamment la production de lamelles, d'outils en os, d'objets de parure, de choses comme ça. Et on a énormément de débats pour savoir si c'était vraiment des néandertaliens qui avaient fabriqué ça ou pas, ou si ces restes néandertaliens étaient intrusifs dans les sites où on a trouvé ce châtellperronien. Alors, il faut quand même souligner qu'on a deux sites dans lesquels on a pu dater directement ces néandertaliens, entre guillemets, châtellperroniens, et ils donnent des dates qui sont autour de, disons, 41 000, c'est-à-dire au milieu, en gros, de la fourchette de temps dans laquelle ce châtellperronien se développe, entre, disons, 44 000 et 39 000 avant le présent. Et donc, il y avait des néandertaliens en Europe occidentale, en France, dans le nord de l'Espagne, au moment où ce châtellperronien a été produit. Et moi, je suis tenté de penser qu'il a été produit par des néandertaliens. Alors, qu'en est-il des plus anciens Homo sapiens? Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. On a cru mettre la main sur des Homo sapiens très, très anciens, disons au-delà de 42 000, dans deux sites. Un site qui est en Grande-Bretagne qui s'appelle Cannes Cavern, puis un site qui se trouve en Italie qui s'appelle Cavallo. Dans les deux cas, il s'agirait de restes humains associés à des industries de transition, hein, le Lincombien dans un cas et puis Mulhousien dans l'autre cas. Donc, vous voyez, c'est compliqué, hein. On a des industries de transition, entre guillemets, comme le châtellperronien, où on a des néandertals, et puis d'autres où on a peut-être des Homo sapiens modernes. Alors, en fait, le problème avec ces découvertes de Cannes Cavern et de Cavallo, c'est que dans les deux cas, on n'a pas pu dater directement ces restes. Ce qu'on date, c'est leur contexte stratigraphique. Et malheureusement, dans les deux cas, il s'agit de fouilles anciennes. Et donc, ça a immédiatement ouvert la porte à de nombreuses discussions et même à des contestations directes de cet âge. Donc, les deux exemples que je mentionne restent assortis de beaucoup de points d'interrogation. En fait, ce qu'on considère comme, sur le plan, archéologique, comme le marqueur dans les moyennes latitudes de l'Eurasie de l'arrivée de ces Homo sapiens modernes les plus anciens, c'est un ensemble d'industries qu'on attribue à ce qu'on appelle le paléolithique supérieur initial. Et ce paléolithique supérieur initial, c'est quelque chose qui a d'abord été défini par des traits techniques. Et ces traits techniques sont assez curieux parce que c'est un mélange de techniques héritées du paléolithique moyen ou du Middle Stone Age africain, et puis de production de lames qui évoquent plus le paléolithique supérieur. Et donc, un certain nombre d'auteurs ont souligné que ça pouvait être un marqueur de cette arrivée des Homo sapiens les plus anciens dans les moyennes latitudes, alors dans une zone qui va du Proche-Orient à l'Europe centrale et puis, vous voyez, à l'est jusqu'à la Mongolie. Alors, c'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à un site qui se trouve en Bulgarie, qui est le site de Bachokiro. Pourquoi? Parce qu'on y a trouvé un de ces paléolithiques supérieurs initiaux, et surtout parce qu'on a autrefois trouvé des restes humains très fragmentaires dans ce site. Malheureusement, ils ont été perdus. Et donc, il y a quelques années, nous avons repris l'étude de ce site et on a eu la chance de trouver des sédiments en place, notamment
cette couche très foncée que vous voyez sur cette photo, qui est une couche très très riche en matière organique et qui est la couche qui avait livré à une équipe essentiellement polonaise dans les années 70 ce paléolithique supérieur initial, et donc on a pu l'identifier sans trop de problèmes. Vous voyez, c'est cette industrie qui produit des grosses lames, parfois qui ressemblent un peu à des pointes levallois très allongées et qui sont fragmentées ensuite pour fabriquer des outils. Alors, ce qui est intéressant à Bachokiro, c'est qu'on a pu obtenir une grande quantité de dates, 90, quelque chose comme ça, radiocarbone très précises, en particulier dans les niveaux où on trouve ce paléolithique supérieur initial. Alors, ces dates, les dates que je vous donne sont des dates calibrées. Hélène Valadas vous a expliqué que les dates radiocarbone devaient être corrigées. Donc, la correction qui est appliquée là, c'est, j'allais dire, la dernière publiée, celle du mois de juillet 2020. Et on a à Bachokiro un paléolithique supérieur initial qui est daté entre, en gros, 46 000 et 43 000 avant le présent. Vous voyez qu'on est dans une phase très ancienne de cette transition, entre guillemets. Et surtout, l'intérêt du site de Bachokiro, c'est qu'on a pu, au milieu de tous ces débris osseux découverts dans le site, en utilisant des techniques moléculaires fondées sur l'analyse du collagène contenu dans les os par spectrométrie, on a pu identifier des tout petits fragments osseux qui sont des fragments d'origine humaine, alors qu'ils ne sont pas identifiables morphologiquement pour la plupart, mais qu'on peut reconnaître grâce à ces techniques moléculaires comme humains. Vous voyez, ils sont figurés en bas de cette photo. Ce sont des choses qui ne sont pas très spectaculaires, ce ne sont pas des choses qu'on a envie de montrer dans un musée, mais ce qui est très intéressant, c'est que ces restes humains, ils ont une teneur en matière organique qui est très élevée. On peut les dater avec beaucoup de précision et on a obtenu des dates pour ces vestiges qui sont des dates entre 46 000 et 43 000 à peu près. Donc, vous voyez, c'est à peu près les dates qu'on a pour ce paléolithique supérieur initial. Et surtout, on a pu procéder à une analyse. On a pu moi, je reviens en arrière. Voilà. On a pu procéder à une analyse paléogénétique de ces restes et puis morphologique. On a aussi une dent quand même. Ces restes sont des restes d'Homo sapiens. Il n'y a aucun doute là-dessus. La dent, c'est une dent c'est-à-dire qui ressemble beaucoup à une dent de quelqu'un qu'on pourrait rencontrer aujourd'hui. L'analyse paléogénétique, ce qu'on en a publié pour l'instant, c'est l'analyse de l'ADN mitochondrial, c'est-à-dire une petite partie de l'ADN seulement. L'analyse de l'ADN nucléaire est en cours. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, à notre grande surprise, on s'est rendu compte que ces hommes de Bachokiro, du point de vue génétique, semblaient assez différents de ce qu'on a dans le reste du paléolithique supérieur en Europe. En particulier, il y a des haplotypes mitochondriaux comme l'haplotype M, qui est un haplotype qui n'existe plus du tout aujourd'hui en Europe, mais qui existe seulement en Asie. Et les données sur l'ADN nucléaire confirment cela aussi, c'est-à-dire qu'on a des populations qui sont des populations pionnières qui arrivent dans l'Est de l'Europe et qui semblent ne pas être liées à ces hommes de l'Aurignacien qu'on vous a déjà mentionné plusieurs fois. Vous savez, ceux qui fabriquent les lamelles, les outils, les saguets, les armes de jet que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc des populations du paléolithique supérieur initial qui probablement se sont éteintes sans grande descendance ou ont été absorbées par une vague de peuplement ultérieure. Alors, ces découvertes, elles ont de nombreuses implications. D'abord, du point de vue chronologique, vous voyez qu'il y a une durée
quand même très très longue de ce remplacement. C'est-à-dire que ce n'est pas cette vague comme ça d'Homo sapiens qui arrive en Europe et paf, qui remplace ou absorbe les Néandertaliens. Entre le début du Paléolithique supérieur initial à Batchokiro et la fin du châtel-péronnien, fabriqué sans doute par des Néandertaliens en Europe occidentale, on a au moins 6000 ans, peut-être 7000. Donc c'est une période très très longue pendant lequel il s'est passé pas mal de choses, des interactions biologiques, j'ai parlé de ces phénomènes d'hybridation, de flux géniques, mais aussi, et c'est bien normal, la diffusion de techniques, de comportements d'un groupe à l'autre. Et quand on compare les objets de parure qui sont trouvés dans le Paléolithique supérieur initial de Batchokiro avec ceux qui sont trouvés dans le châtel-péronnien d'Europe occidentale, on ne peut être que frappé par leur ressemblance. L'autre implication, c'est que ce peuplement de l'Europe par des Homo sapiens, eh bien, on se rend compte que c'est un phénomène beaucoup plus complexe que ce que l'on avait envisagé. On a probablement plusieurs populations, groupes. Alors, ce n'est pas des groupes forcément très nombreux hein, en termes d'individus, qui se succèdent, qui se remplacent mutuellement. Autant dans les populations actuelles d'Europe, on peut trouver encore à peu près 25% de l'ADN des chasseurs-cueilleurs aurignaciens, gravétiens, ceux qui ont produit la grotte Cosquer, en partie, enfin une partie de ces peintures. Autant on ne trouve pas trace de ces toutes premières populations d'Homo sapiens. Et on sait que autour du dernier maximum glaciaire, encore une fois la période, l'âge de la grotte Cosquer, eh bien, il y a eu encore un turnover de population assez important avec une réduction des populations de chasseurs-cueilleurs en Europe et puis à la fin des temps glaciaires, des arrivées en provenance du Proche-Orient. Et évidemment, ces arrivées vont, si je peux dire, culminer avec le développement de l'agriculture. Et donc, les populations européennes actuelles, elles sont le fruit d'un mélange entre différentes populations, des chasseurs-cueilleurs très anciens et puis des populations qui sont arrivées beaucoup plus tard. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, c'est que je vous ai montré ces vestiges très peu spectaculaires de Batchokiro et j'ai souligné le fait qu'on avait beaucoup de questions sur l'identité biologique de tous ces groupes qui ont existé à cette époque-là. Moi, je ne crois pas trop à des découvertes de fossiles très spectaculaires pour résoudre les questions que l'on se pose, mais je pense que les techniques moléculaires que j'ai évoquées pour détecter les restes humains dans des assemblages où il y a de très grandes quantités de débris osseux nous apporteront des réponses aux problèmes que nous nous posons. Pour terminer, je voudrais remercier tous les collaborateurs qui ont participé à l'étude du matériel de Batchokiro et vous remercier aussi pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Hublin. C'était très clair sur des problèmes effectivement complexes de population. Je vais donner la parole à Madame Giner sur le très court temps d'échange qui nous reste avant de reprendre la séance à 13h45 pour ceux qui doivent se connecter, puisque du coup, Madame Giner a nous rejoindre. Merci beaucoup, Monsieur Hublin. Écoutez, je voulais juste vous dire bravo et puis vous remercier pour cette matinée absolument passionnante. C'est vrai que c'est en croisant les regards des experts de différentes disciplines qu'on arrivera à lever le voile de mieux en mieux et qu'on pourra mieux comprendre l'histoire de l'homme et l'histoire d'évolution de la planète. Je voudrais dire un grand merci aux intervenants parce que ce sont des intervenants tous de très haut niveau et ils savent se mettre leurs exposés à la portée de tous, et ça, je crois que c'est très important. Et voilà, donc grâce au partenariat de l'État, de la Société Kléber-Roussillon et de la région Sud, ce trésor archéologique englouti va être préservé, va être accessible à tous,
et c'est quelque chose de très important parce que ça devrait susciter, au-delà de la curiosité, des vocations chez nos jeunes. Je pense que tous les intervenants qui sont justement capables de vulgariser, entre guillemets, pour se mettre à la portée de tous, n'y seront pas étrangers. Avec Renaud Muselier, nous nous en réjouissons et nous avons bien hâte d'être en 2022 pour l'inauguration. Merci. Ouais. Merci beaucoup, Madame Giner, pour ce temps de parole. Peut-être que d'autres personnes ont des questions ou veulent intervenir suite à cette session de la matinée. Est-ce que mes collègues ont eu des… Oui, une question. Je suis Thomas Changeux, je travaille à l'Institut méditerranéen de Cergy, donc à Lumini, sur les questions pardon, on me demande de démarrer la vidéo, mais bon, Voilà, c'est pas bon. nécessaire. Vous nous avez rejoint, c'est bon. C'était peut-être une question pour Monsieur Jean-Pierre Bracco à propos de la relation qu'entretenaient ces civilisations avec la mer. Est-ce qu'elles étaient, par exemple, navigantes ou pas? Est-ce qu'elles se nourrissaient particulièrement de ressources issues de la mer, etc. Mais plus l'idée de la relation de ces civilisations avec la mer en particulier. Oui, merci, c'est une bonne question, effectivement. On a relativement peu de données là-dessus, mais on en a quand même quelques-unes. La première, c'est qu'on a finalement peu de témoins qui nous montrent une grande relation à la mer. Il n'y a aucune île, à ma connaissance aujourd'hui, il n'y a aucune île de la Méditerranée qui est occupée au cours de la. Il y a des choses qui ont été sur Chypre et sur la Crète aussi, qui ont été publiées récemment, mais qui sont loin de faire l'unanimité, qui sont d'ailleurs beaucoup plus anciennes que le Paléolithique supérieur. Mais la Corse, on a un petit peu des occupations en Sicile, mais en Sicile, la Sicile est parfois reliée au continent, comme au niveau des bas niveaux marins. Ceci explique cela. Donc, on n'a pas tellement de données. Alors après, on a dans des sites comme par exemple celui de Caril-Rouet, on a vers la fin du Paléolithique supérieur beaucoup de restes de coquillages qui ont été retrouvés et donc qui montrent une consommation des ressources marines relativement importante. On n'a pas beaucoup d'autres exemples en fait d'utilisation des ressources marines dans les sites. Toutefois, je rappelle que l'on a perdu la plupart des sites les plus littoraux qui se trouvent aujourd'hui sous l'eau. Donc ceci peut éventuellement légèrement biaiser l'image que l'on peut avoir des occupations marines. On a relativement peu de restes humains aussi, donc on a du mal, par exemple, à faire des analyses géochimiques en termes isotopiques pour reconstituer les ressources alimentaires et donc pour savoir si les ressources marines, par exemple, peuvent rentrer dans la diète ou dans le régime alimentaire de ces populations. Voilà, donc finalement, pas beaucoup de données qui nous donnent des relations avec le milieu marin. Cela dit, il y a quand même quelques images aussi de la grotte Cosquer avec les pingouins, par exemple. C'est quelque chose de tout à fait étonnant, rare, et qui montre que, qui montre que là, on est bien, on est côté de la mer et qu'il y a une prise en compte de ce milieu-là, au moins dans le monde symbolique et dans les représentations. Et pour la navigation, est-ce que vous avez des éléments, la navigation? Non, on n'a pas d'éléments pour la navigation, en tout cas en Méditerranée. En tout cas en Méditerranée, parce qu'on a des exemples, je pense à l'Australie par exemple, de navigation qui sont très anciennes, qui sont même antérieures au Paléolithique supérieur européen probablement. Mais en Méditerranée, on n'a pas d'exemple de navigation au cours du Paléolithique. Si ce n'est des données un peu discutées, encore une fois, en Méditerranée orientale, autour de Chypre en particulier, et de la Crète aussi, si je me souviens. Merci. D'autres questions? Monsieur Rossillon, peut-être? Une question qui s'adresse peut-être plus à Monsieur Hublin. Oui, pardon, à nouveau. Question qui concerne Monsieur Hublin et qui concerne l'aspect des hommes
paléolithique, des hommes de Cosquer, vous avez dit que les hommes paléolithiques avaient un teint africain jusqu'à la fin du paléolithique supérieur. Comment est-ce que vous reliez ça aux données d'analyse génétique que vous avez présentées aussi sur le fait qu'il y a eu plusieurs vagues de population qui sont arrivées, notamment certaines après le maximum glaciaire? Alors, mon micro, oui. Alors, on sait depuis longtemps, hein, déjà dans les années 70, il y a eu des études sur les proportions corporelles montrant que les gens les Gravétiens, par exemple, en Europe, avaient des proportions corporelles qui étaient proportions corporelles qu'on trouve en Afrique aujourd'hui. Donc, ils avaient exporté, si je peux dire, un modèle d'adaptation climatique en Europe qui a perduré assez longtemps. Mais l'idée, c'était quand même que les hommes en Europe avaient acquis une couleur de peau plus claire, simplement parce qu'ils vivaient dans des environnements qui étaient peu lumineux. Et il y a un lien entre le taux d'ultraviolet au sol et la couleur de la peau des gens dans différentes régions du monde. Donc, on pensait que, j'allais dire, le blanchissement des Européens avait été assez rapide. Mais il se trouve que depuis quelques années, on fait de la paléogénétique et on a des génomes de mésolithique, hein, donc c'est après le paléolithique supérieur, on a des génomes de mésolithique, des combinaisons de gènes assez étonnantes, avec des couleurs de peau sombres, mais déjà, par exemple, des couleurs d'yeux clairs. Et en gros, enfin, pour dire les choses très, très simplement, on pense que c'est en fait surtout le passage au néolithique qui a accéléré, si je peux dire, le blanchissement des populations européennes, probablement à cause de, parce que la lumière ça compte, mais aussi l'apport en vitamines. Et donc, en gros, les chasseurs-cueilleurs, tant qu'ils mangeaient des fouets de rennes ou Dieu sait quoi, eh bien, ils avaient suffisamment de vitamine D pour ne pas avoir les problèmes qu'ont les gens à peau sombre dans les hautes latitudes. Mais par contre, quand ils sont passés à une alimentation riche en hydrates de carbone avec beaucoup moins de nutriments, là, par contre, la sélection naturelle a joué à fond. Et donc, on voit dans l'aspect des populations européennes une combinaison de génétique assez particulière, avec donc cet effet de sélection naturelle sur la couleur de peau, et puis après l'apparition des cheveux blonds, qui ça semble venir plutôt de Russie par là, et puis le développement des yeux clairs, qui est un phénomène européen, et ces deux traits là semblent être plutôt l'effet de ce qu'on appelle la sélection sexuelle, hein. Donc voilà, on aime mieux se reproduire avec certains qu'avec d'autres, hein. Et donc ça a un effet sur le génome des populations. Donc un effet sélectif pour la couleur de peau lié en grande partie à l'alimentation et au climat, et pour les cheveux, tout ça, là, c'est plutôt une affaire de sexe. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être clore la matinée et inviter tout le monde à se retrouver à partir de 14 h pour commencer à l'heure et 13h45 pour tous ceux qui doivent se connecter, pour les intervenants en tout cas. On vous souhaite un bon déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous.